En route pour la guerre froide, nous allons étudier comment, entre 1945 et 1947, Américains et Soviétiques sont passés de l'alliance à la défiance. Mais vous allez le voir avec ce petit module, le premier d'une série de 6, eh bien, la fin de la Seconde Guerre mondiale n'a pas rimé immédiatement avec la guerre froide. Au contraire, pendant quelques mois, pendant presque 2 ans, on a pu avoir l'illusion que les alliés de la Seconde Guerre mondiale resteraient les alliés, ou du moins les partenaires, de l'après-guerre. Module 1, les derniers feux de la Grande Alliance. La photographie que vous avez sous les yeux est l'une des plus célèbres de l'histoire de la Seconde Guerre mondiale. On la trouve dans tous les livres, dans tous les documentaires traitant du second conflit mondial. La photographie a été prise à l'occasion de la conférence interalliée de Yalta, qui se situe dans la presqu'île de Crimée en Union soviétique, et nous sommes en février 1945. La Seconde Guerre mondiale touche à sa fin, mais la guerre n'est encore à l'époque terminée ni en Europe, puisqu'elle ne s'achèvera que le 8 mai, ni en Asie-Pacifique, puisque la guerre se poursuivra jusqu'au 2 septembre 1945. Néanmoins, la guerre approche de son terme. Il ne s'agit pas de la première conférence interalliée, loin s'en faut. Il y en a eu plusieurs pendant le cours de la guerre, notamment une destinée à préparer le débarquement de Normandie. Bon. Mais celle de Yalta est sans doute la plus importante parce qu'on considère, à tort ou à raison, qu'à Yalta, les grands vainqueurs, les 3 grands vainqueurs, se sont partagés l'Europe, se sont partagés des zones d'influence. Ce qui est vrai, c'est qu'ils ont préparé l'après-guerre. Et on retrouve sur la photographie, sur la droite, l'hôte de la conférence, Staline, Joseph Staline, en grande tenue de maréchal de l'armée rouge, histoire d'impressionner ses 2 partenaires et de leur rappeler, si nécessaire, que l'Union soviétique a vaincu l'Allemagne nazie à Stalingrad en février 1943 et que tout le mérite lui en revient à lui, Joseph Staline. Au centre, déjà très malade, il est en train de mourir, le président américain Theodore Franklin Roosevelt. À gauche, le dirigeant britannique, le vieux lion Winston Churchill, Premier ministre du Royaume-Uni, et qui, sans doute pour montrer à Staline qu'il ne se laisse pas impressionner par l'uniforme de maréchal de son hôte soviétique, eh bien, a décidé lui aussi de s'habiller comme le général en chef du Royaume-Uni, et lui aussi porte l'uniforme. Un examen même peu minutieux de la photographie laisse entendre que les 3 hommes ne sont pas dans une ambiance de franche camaraderie, de joyeuse cordialité. C'est particulièrement vrai entre Staline et ses hôtes occidentaux. On voit que Staline ignore superbement ses 2 partenaires, regarde droit devant lui. Roosevelt lui-même ignore superbement son hôte soviétique. Et oui, parce que au fur et à mesure que la fin de la guerre approche, eh bien, occidentaux et soviétiques se découvrent des objectifs différents et contradictoires. Et cette photographie annonce déjà, d'une certaine manière, l'ambiance de guerre froide
qui va finir par s'installer entre les grands vainqueurs de la Seconde Guerre mondiale dans les années qui suivront. Quoi qu'il en soit, les Alliés parviennent néanmoins à se mettre d'accord sur le principe d'une coopération interalliée dans le cadre de l'après-Seconde Guerre mondiale. Pas question, dans un premier temps, de rompre les ponts entre soviétiques, américains et britanniques. Britanniques et américains parviennent à convaincre Joseph Staline, qui au départ était très réticent, il faut le reconnaître. Britanniques et américains parviennent à convaincre Staline de fonder ensemble ce que l'on appellera les Nations Unies, l'Organisation des Nations Unies en français, l'ONU, c'est-à-dire un organisme international calqué sur le modèle de l'ancienne Société des Nations, avec les mêmes objectifs, mais si possible avec de véritables moyens de réussir là où la Société des Nations avait échoué, c'est-à-dire maintenir la paix à travers le monde. Occidentaux et soviétiques se mettent aussi d'accord, du moins en apparence, sur le rétablissement de la démocratie dans les pays de l'Europe libérés par les Alliés, donc américains et britanniques à l'ouest de l'Europe, l'armée rouge, donc l'Union soviétique à l'est. Il sera procédé dès que possible à des élections sincères et libres mettant au pouvoir des gouvernements représentatifs. Ça, c'est la théorie. En réalité, Staline n'a pas l'intention de tenir sa parole. Dès qu'il le pourra, il mettra en place, dans les pays qui sont sous contrôle de l'armée rouge, des dictatures communistes afin de placer ces pays sous tutelle et de créer à l'Union soviétique une sphère d'influence, une zone d'influence en Europe de l'Est. Mais ça, évidemment, Staline ne le dit pas à ses alliés. Alors même que la guerre continue à faire rage en Europe, Roosevelt, Churchill et Staline se mettent également d'accord sur l'avenir de l'Allemagne. Et l'avenir de l'Allemagne ne s'annonce pas radieux, c'est le moins qu'on puisse dire, puisqu'il est prévu un démantèlement du pays en zone d'occupation. Les trois grands alliés vont se partager le territoire allemand. Parmi les mesures décidées conjointement à Yalta, on peut également noter le principe d'un procès pour les criminels de guerre nazis, du moins ceux qui seront capturés par les Alliés et qui seront encore en vie au moment de leur procès. Et comme nous sommes encore pour quelque temps dans une logique d'alliance, Churchill va obtenir de Staline, comme de Roosevelt, que la France du général de Gaulle, le gouvernement provisoire de la République française, rejoignent le club des grands vainqueurs de la Seconde Guerre mondiale, ce qui est chose faite à partir de la conférence de Londres du 1er septembre 1945, la veille de la fin de la guerre en Asie-Pacifique. La guerre s'est terminée en Europe déjà depuis quelques mois, et la France est officiellement le 4e grand vainqueur de la guerre, pour la remercier pour son effort aux côtés des alliés occidentaux et même soviétiques pendant les années de guerre. Et de fait, au lendemain de la capitulation allemande du 8 mai 1945, lorsque l'Allemagne est rayée de la carte, elle est démantelée non pas en 3 zones d'occupation alliées comme il avait été prévu à Yalta, mais finalement en 4 zones d'occupation, puisqu'aux 3 zones prévues soviétiques à l'est
britannique et américaine s'ajoute une quatrième zone un peu plus modeste, réservée à la France du général de Gaulle, celle du gouvernement provisoire de la République française. Même sort pour l'ancienne capitale du Reich, qui est également démantelée, découpée en 4, cette fois-ci on dit secteurs d'occupation, car le territoire est plus petit. Et donc, tout va bien entre les grands alliés au lendemain immédiat de la Seconde Guerre mondiale, du moins en apparence.